Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Comme d'habitude, j'ai beaucoup appris. Donc, je suis pédopsychiatre. On m'a proposé de vous parler pendant un peu moins d'une vingtaine de minutes des difficultés actuelles en santé mentale de l'enfant. Et puis, je vais prendre un peu de recul. Ça va être des difficultés actuelles au sens de l'épidémie, et puis des difficultés actuelles au sens de, vous avez remarqué, ça fait déjà un certain temps qu'il y a des difficultés en santé mentale de l'enfant, et que bien sûr les unes sont liées aux autres. Alors, il y a deux problèmes de fond. Le premier, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle, et le deuxième, c'est qu'en fait, on ne sait pas où on en est. Et si on ne sait pas où on en est, c'est en partie parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et d'ailleurs, je l'ai bien vu dans les interventions qu'il y a eu précédentes, en particulier de celle du directeur de l'ARS. Vous allez voir à quoi je fais allusion. Alors, d'abord, vous avez vu l'intitulé du topo, et c'est toujours comme ça, c'est les difficultés en santé mentale. Expliquez-moi ce que c'est que la santé mentale. Voilà. Et alors, la santé, déjà, vous savez que c'est compliqué, et d'ailleurs, entre nous, de mon point de vue, la médecine n'a rien à voir avec la santé. La santé, hein, vous savez, l'état de bien-être total, machin, etc., où un jour un collègue addictologue m'a fait remarquer que c'était valable après un orgasme ou un shoot d'héroïne. Donc, on n'est pas là, quand on est médecin, on n'est pas là pour rendre les gens heureux. On est là pour soigner la souffrance. On a déjà suffisamment de boulot comme ça. Même quand c'est des enfants. Même quand c'est des enfants. En particulier quand on est psychiatre. Un psychiatre n'a absolument rien à dire sur le bonheur des gens. Quand ils ont essayé, ils ont fait que des conneries. Souvenez-vous sur le traitement des homosexuels contre leur gré, etc., etc., etc. Donc, alors vous me direz, ça c'est la santé. La santé mentale, c'est encore pire. La définition de l'OMS de la santé mentale, c'est aussi le bien-être, plus la productivité et la réalisation de soi. Ça voudrait dire que notre boulot, c'est de faire que les enfants, plus tard, ils aient un job et qu'ils soient productifs pour la société. Et donc, vous avez entendu tout à l'heure le directeur de l'ARS dire « Je m'intéresse au bien-être ». Eh bien non, le directeur de l'ARS n'a pas à s'intéresser au bien-être de ses concitoyens. Pas du tout. Il a à s'intéresser à organiser le système de soins. Ça n'a rien à voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a plein de philosophes qui travaillent sur des définitions alternatives de la santé mentale. C'est extrêmement intéressant. Je vous renvoie aux travaux d'une philosophe française, Élodie Giroux, à Lyon, qui publie là-dessus. De l'Association européenne de psychiatrie adulte, qui ont proposé une nouvelle définition de la santé mentale qui serait, alors c'est un peu hésitant, c'est une espèce de d'état d'équilibre dynamique d'une paix intérieure. C'est une traduction, voilà. Donc il y a une paix intérieure, et puis c'est un équilibre, mais c'est quand même un peu dynamique. Alors entre nous, nos adolescents, est-ce qu'une bonne santé mentale, c'est une paix intérieure dans un équilibre dynamique? C'est très dynamique en tout cas. Hein. Voilà. Alors, et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est une des difficultés actuelles aujourd'hui qu'on a avec la santé mentale? C'est que tous les hommes politiques veulent s'occuper de la santé mentale, ça fait super chic, et du coup ils mettent de l'argent dans le bien-être et la réalisation de soi, et il n'y en a aucun qui part dans la psychiatrie pour enfants. Parce que autant dire je mets de l'argent pour le bien-être des enfants, c'est sexy, autant dire je vais mettre de l'argent pour la psychiatrie pour enfants, ça ne plaît pas aux foules. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Donc du coup, sachant exactement de quoi on parle, et pendant l'épidémie, bien sûr que ce problème se pose au premier plan, parle-t-on de problèmes psychiatriques, ou parle-t-on de gens qui ne vont pas bien dans leur vie? Alors, du coup, une fois qu'on a décidé de quoi on parlait, alors, où en est-on? Alors, essayons de voir déjà dans les 20 dernières années comment est l'état, alors, du coup, des troubles pédopsychiatriques. Hein, c'est bien de ça que je vais parler. Alors, d'abord, en fait, si je suis scientifique jusqu'au bout, je vais vous dire, on ne sait pas. On ne sait pas parce que comment faire une étude pour évaluer la prévalence des troubles mentaux chez l'enfant et l'adolescent? Il faut aller les voir, il faut en tirer au sort, il faut aller les voir, et puis il faut des gens qui font des diagnostics. Et des gens qui font des diagnostics, c'est ou des pédopsychiatres, ou
des psychologues très entraînés. Vous imaginez le coût que ça représente. Alors les Américains ont fait ça à la fin des années 90, début des années 2000. Ils ont dépensé énormément d'argent pour évaluer les prévalences des troubles mentaux des adolescents. Donc on a des données, à mon avis, qui sont assez proches de ce qu'il y a en France. Et effectivement, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Mais ces études, on ne les répète pas. Ça coûte tellement cher qu'ils en ont fait. D'ailleurs, les Américains, même eux, qui ont un système de recherche en épidémiologie extraordinaire, ben, ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait une nouvelle fois en 2010, et puis c'est tout, hein, parce que en fait, on retrouve à peu près toujours les mêmes résultats, donc ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent pour le faire sans arrêt. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe depuis 20 ans. Alors, on a des surrogates, comme on dit en recherche, c'est-à-dire on a des indicateurs qui vont aborder la question de la psychiatrie, mais sans vraiment l'aborder. Et donc, du coup, on va dire des bêtises. Et puis, pendant l'épidémie, eh ben, on en a dit. Voilà, on en a dit encore plus. Pourquoi? Alors, parce que d'un côté, c'est vrai que Santé publique France a fait le job raisonnablement là depuis 15 mois. Moi, je l'ai critiqué beaucoup avant, je le fais moins, parce qu'on a des indicateurs, c'est vrai. Mais dans le domaine de la psychiatrie, qu'est-ce qu'on a eu beaucoup et sur lequel on a beaucoup communiqué? Eh ben, l'échelle HAD, Hospital Anxiety Depression, c'est-à-dire c'est à peu près 10 ou 20 items où on demande est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, etc., etc. Vous imaginez, en plein milieu d'une épidémie, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Que vous soyez adolescent ou adulte, qu'est-ce que ça a à voir avec une pathologie psychiatrique? Et donc on a des valeurs qui bougent au cours du temps. Alors il y a un cut-off qui n'a jamais été validé en situation épidémique, bien sûr. Il a été validé en population générale et rarement chez l'adolescent. Et donc on nous sort comme ça, parfois, 30% de prévalence de la dépression. Ça avait été dit, sorti dans Libération, Le Monde, en novembre dernier. Et vous imaginez, on va donner de la fluoxétine à 30% de la population française. Hein, bon, ou alors les envoyer en psychothérapie. Et par qui? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, on va voir ce que ces chiffres nous ont appris quand même sur le phénotype anxio-dépressif des adolescents. Mais donc, l'échelle HAD, etc., ça ne dit pas des prévalences. Alors, il y a d'autres surrogates qui sont intéressants, et alors, Christelle a montré tout à l'heure, l'accueil aux urgences pour tentative de suicide. Ça veut dire quelque chose. C'est cliniquement pertinent. Alors, bien sûr, ça dépend de la structuration du système de soins. Vous voyez ce que je veux dire? Le système de soins, il a une saturation, et au-delà d'un certain seuil, en fait, la population s'adapte en fonction des capacités d'accueil. Et on le sait, du coup, c'est très difficile de faire des comparaisons d'un pays à l'autre sur l'accueil pour tentative de suicide. Ça dépend de la propension des gens à se déplacer. Alors, il y a les suicides réalisés. Alors là, on a des statistiques de décès, avec des causes de décès, avec l'OMS qui standardise tout d'une certaine façon. Et puis on a des consommations de substances, quand même. Chez l'adolescent, la consommation de substances, de cannabis, d'alcool, de tabac, c'est un indicateur qui est assez facile à récolter. On a l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui fait des études, ESCAPAD, ESPAD, vous connaissez tout ça, hein, c'est 40 000 jeunes, que ce soit au collège, au lycée ou lors de la journée d'appel défense, qu'on interroge et on a les consommations de substances. Eh bien, alors, dans les 20 dernières années, donc prenons du recul, qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années? Est-ce que, sur ces surrogates, ça va mieux ou ça va moins bien? Ça va mieux. Ça va mieux, le nombre de suicides chez les adolescents a baissé, sensiblement, et le nombre de la consommation d'alcool, tabac a baissé, cannabis, elle est stable, elle baisse un tout petit peu. Eh bien, vous voyez, quand je dis ça, souvent, l'auditoire est déçu. Et ça, vous voyez, ça va être un symptôme pour tout à l'heure, c'est que quelque part, et en particulier nous soignants, parfois on serait presque en conflit d'intérêt et on serait presque content qu'ils aillent encore plus mal, parce que s'ils vont encore plus mal, ils vont avoir encore plus besoin de nous. Mais non, ils vont mieux. Alors, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en même temps, les idées dépressives, les symptomatologies dépressives et les idées suicidaires ont augmenté.
Et là, il se passe vraiment quelque chose de bizarre, qui à mon avis s'explique par le fait que, globalement, nos sociétés sont plus bienveillantes. Il y a moins de violence, on parle beaucoup plus de violence intrafamiliale, mais en fait, il y en a moins. Avant, on ne le savait, on le disait pas. Hein. On parle des incestes, mais avant, il y en avait beaucoup plus. Mais on n'en parlait pas. Or, inceste, violence intrafamiliale, etc., c'est les facteurs de risque numéro 1, toutes catégories confondues, des problèmes psychiatriques des enfants et des adolescents. Hein. Donc, globalement, ils vont mieux à cause de ça. Mais, en parallèle, la société est quand même devenue compliquée. Elle est devenue compliquée. Alors les sociologues, ils ont un très joli mot, ils appellent ça le mal de l'infini, c'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. On peut devenir une femme, un homme, etc. Hein, vous savez, il suffit de 2 ans pour dire que si je m'habille en femme pendant 2 ans, au bout de 2 ans, j'ai le droit de dire que je suis une femme. Et puis 2 ans après, je peux changer. C'est dans la loi. Voilà. Alors, bon, pour nous, ça fait drôle, mais pour un adolescent, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet au moment où on s'interroge sur ce qu'on est. On dit, on peut changer, c'est cool. Alors pour certains c'est cool, parce qu'effectivement eux c'était un problème, mais pour d'autres c'est un vertige d'interrogation sur ce qu'on est, et le climat, bien sûr, préoccupation majeure des adolescents aujourd'hui, majeure, alors nous aussi, mais en fait, bien sûr, on est moins préoccupés par la force des choses, mais pour eux c'est majeur, et donc il y a une espèce de mal de l'infini et de mal de l'avenir, qui fait que, vraisemblablement, sans que ça soit des problèmes psychiatriques patents, il y a une souffrance qui est là et qui infiltre les jeunes générations. Alors, venons-en dans les 7 minutes qui me restent sur finalement, alors Covid, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ambiance? Alors, d'abord, il s'est passé que, là aussi, on a dit beaucoup de bêtises. Et là, je me souviens, dès le premier confinement, alors je dis tout le monde a dit des bêtises, hein, c'est pas pour dire les autres, hein, puis les pédopsychiatres ont dit des bêtises. Et ça a été fascinant de voir pourquoi ils ont dit des bêtises. On s'est réunis par Zoom, etc. On s'est dit, alors, on a pris le problème à bras le corps et on s'est organisé, les hôpitaux de jour, d'autistes et tout ça, voilà, et ça a été super, ça a bien marché. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout de suite? C'est fou, ils vont se suicider, ils vont aller mal, etc. Les données épidémiologiques disent que pendant le premier confinement, nos patients ont été mieux. Pourquoi? Parce que leur problème numéro 1, c'est la stigmatisation en dehors du milieu familial. Et que comme ils n'allaient plus à l'école, il n'y avait plus ça. Et ça, on l'a vu en téléconsultation, c'était flagrant. C'était flagrant. Et j'ai même eu des patients qui, quand ils sont revenus à l'école, ont été félicités de ce qu'ils avaient fait pendant le confinement. Alors après, ce qui s'est passé, c'est quand on regarde les indicateurs de mal-être, je ne dis pas de pathologie, chez les adolescents, il y a une variance bien plus grande que chez les gens plus âgés. Comme si c'était lié au fait que nous qui sommes plus âgés, en fait, on va être moins exaltés, vous voyez, moins malheureux, parce qu'on est un peu construit dans la vie, quoi. Donc on encaisse, on a moins de peps, mais de notre côté, on résiste un peu plus aux choses de ce type. Donc une variance énorme, ils ont été mal pendant certains moments où tout le monde allait mal, et dès le premier été 2020, ils sont quasiment subnormaux, alors que nous, on était toujours affectés. Et puis, en fait, à peu près pendant toute l'année 2020, ça va pas si mal. Ça va pas si mal. Alors que nous, on disait que ça allait mal. Nous, on gémissait sans arrêt. Et en fait, eux disaient pas grand-chose. Et puis, du coup, j'ai cru qu'il ne se passerait rien pour les adolescents. Vous voyez, j'entendais les collègues hurler dans les médias, etc. Ils me disaient, ils disent des conneries, en fait, les jeunes vont bien, parce qu'ils sont forts, voilà. Eh bien, en fait, non. Alors, pour une raison, alors là, qui est vraiment, j'ai aucune donnée scientifique, je vais essayer de vous donner mes interprétations. Ça a commencé à partir de novembre 2020, ça s'est amélioré vaguement, et puis dès début 2021, effectivement, ça a été un peu la cata sur beaucoup d'indicateurs, y compris les tentatives de suicide. Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'effectivement, il y a plus de tentatives de suicide chez les jeunes à cette période, le fin de l'hiver, printemps 2021, et il y en a eu moins que d'habitude chez les 45-65 ans.
moins de tentatives de suicide chez les 45-65 ans. Donc on aurait pu avoir une hypothèse neurobiologique en disant stress chronique, cortisol, donc dépression, donc suicide, mais même les gens de 50 ans, ils ont du cortisol aussi et ils peuvent l'épuiser quand ils sont en stress chronique. Hein. Donc il s'est vraiment passé quelque chose de particulier au niveau de l'adolescence. Alors, très rapidement quoi? Alors, ben quand même l'avenir, c'est que vous imaginez, bon, sur le coup, d'abord c'est nouveau, et les adolescents et les enfants, ils adorent les choses nouvelles, donc il se passe quelque chose de nouveau, voilà, on est beaucoup sur les écrans, pour une fois on ne m'embête pas trop avec les écrans, donc ça va, après il y a l'été, c'est bien, puis après à la rentrée, bon, c'est compliqué, et puis là il y a quand même cette pression de l'avenir, si ça va durer longtemps, et alors déjà que mon avenir est pourri, que tout le monde me dit que je vais être au chômage, qu'il faut que je bosse à l'école, etc., et là il n'y a plus d'école, etc., ça a peut-être joué, et puis après, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot, ben c'est les adultes, vous savez très bien qu'un enfant, quand ses parents disent que ça va mal, ben il va mal. Si vous dites ça va bien, même s'il y a un tremblement de terre à côté, si vous dites c'est cool, c'est pas grave, ça bouge un peu, ça va se calmer, lui il sait pas ce que c'est qu'un tremblement de terre, hein. Et donc voilà, c'est nouveau. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a dit qu'on allait mal, on a tous dit qu'on allait mal, qu'est-ce qu'on est malheureux, c'est une catastrophe, tout à l'heure j'en dis, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, ben forcément pour eux ça a été une catastrophe, par sympathie pour leurs parents. Alors chez les enfants c'est juste évident, chez les ados ça le fait moins pour des raisons développementales, mais quand même, et donc nous aurions dû dire que ça n'était pas la catastrophe. Parce que, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est quand même pas, c'est quand même pas, à part pour les personnes âgées qui sont morts en grande quantité, et puis ceux qui veulent pas se vacciner, et ça les regarde, enfin encore que, pour la plupart d'entre nous, ça n'a pas été une catastrophe comme quelqu'un qui a un diagnostic de cancer du sein, un diagnostic d'infarctus et de choses comme ça, quoi. On est médecin, on a l'habitude des catastrophes. Ça, c'est un problème de santé publique, ce n'est pas une catastrophe. Et donc on aurait dû dire que ça n'était pas une catastrophe. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, quand même, aussi, si ça a déconné, parce qu'on voit hein, l'augmentation des tentatives de suicide au pire moment, c'est 10%, 10-20% par rapport aux années précédentes. Ça n'aurait pas dû saturer le système de soins comme on l'a vu. Pourquoi? C'est parce que une des difficultés actuelles en santé mentale de l'enfant, c'est que le système de soins est dans un état complètement délabré en pédopsychiatrie. Et alors là, moi je voudrais vous donner, pour conclure, un élément de réflexion pour votre réseau. C'est pourquoi le système de pédopsychiatrie en est arrivé à ce stade. Parce que tout le monde sait qu'il va mal, ça fait des années qu'on dit qu'il va mal, et il ne se passe rien. Rien. Alors les ministres, ils disent, ah oui c'est vrai, ça va mal, on va mettre 5 postes de chef de clinique en plus en France. C'est ça qui s'est passé. Hein. 1 minute? Non, 6. 6, voilà, 6. Si vous voulez discuter, excuse-moi, gardez un peu de temps de 6 postes de chef de clinique. Alors, pourquoi on fait ça? De mon point de vue, c'est systémique. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de ça. Tout le monde. Les pédopsychiatres qui veulent soigner tout le monde et qui, alors c'est pas possible parce qu'ils sont 600, 600 pédopsychiatres en France contre 10 000 psychiatres pour adultes, vous imaginez le problème, le ratio, hein. Donc du coup on peut soigner que ceux qui sont les plus malades et avec des soins dégradés, et je le dis, nous ne pouvons donner que des soins dégradés en étant 600, hein. Et ça, il faut que tout le monde en ait conscience, et puis tout le monde, mais y compris les parents d'enfants, qui veulent une chose et leur contraire. Donc il faut qu'il y ait collectivement une réflexion par rapport à ça. Et l'élément essentiel, finalement, qui est sociétal, de mon point de vue, c'est que, et là, le monde médical a une responsabilité énorme là-dessus, en particulier les universitaires, c'est qu'aujourd'hui, le discours social légitime autour de ce qu'est un sujet pensant, or le psychiatre s'intéresse au sujet pensant, enfant, adolescents, adultes, donc nous devons avoir, nous, médecins, un discours médical sur le sujet pensant. Et quel est le discours légitime sur le sujet pensant aujourd'hui?
Ben, c'est que le sujet pensant est un système traitant les informations, parce que c'est les sciences cognitives et les neurosciences qui disent ça. Et donc, or, bien sûr, quand vous rentrez chez vous le soir, votre conjoint, c'est pas un système traitant une information. Quand vous allez voir un psychiatre parce que vos enfants vont mal, vous ne voulez pas que le pédopsychiatre le prenne pour un système traitant une information. Il y a un clivage entre le discours savant de ce qu'est un sujet pensant et de ce que nous, humains, nous voulons nous concevoir en tant que sujet pensant. Et du coup, on demande aux pédopsychiatres de faire de la recherche, etc., conformément à la science. Et donc, il y a des troubles neurodéveloppementaux. Alors ça, c'est fantastique. Hein. Voilà, c'est... Pourquoi on appelle ça un trouble neurodéveloppemental? Figurez-vous que dans les troubles neurodéveloppementaux, il y a l'autisme, l'hyperactivité, etc., à l'exception des troubles neurologiques. C'est quand même extraordinaire sociologiquement de voir qu'on enlève des troubles neurodéveloppementaux, la cérébrale palsy par exemple. Pourquoi on n'a pas appelé ça troubles psychodéveloppementaux? Non, parce qu'il faut que ça soit dans le cerveau, parce que là c'est sérieux, là on fait de la science. Alors que, je vous promets, quand les patients viennent vous voir, ils ne veulent vraiment pas que vous voyez leur cerveau, ils veulent que vous voyez, les voir en tant que sujet pensant. Et donc il faut que nous, médecins, et même vous, pédiatres, ayez conscience que, dans notre spécialité à nous, pédopsychiatres, en fait, on s'intéresse aux sujets pensants avant tout.